Bienvenue dans ton quart d'heure organisé, le podcast où je te montre comment inviter de la douceur dans ta productivité et planifier ta semaine. Alors, on a fait ensemble, en atelier j'espère, avec vous en direct, un brain dump. Donc maintenant vous avez sur papier tout ce qui vous encombrait la tête, toutes ces tâches qui dépendent de vous. Et la semaine dernière, on a vu ensemble comment créer une master to-do list. Donc là, vous avez en main toutes les clés pour faire une to-do list qui va fonctionner pour la vraie vie, pour vraiment vous servir et ne plus être un frein ou un outil à la culpabilité. Alors bien planifier à mes yeux, c'est bien gérer son temps. Souvent, quand on trouve que quelqu'un est bien organisé, c'est qu'elle arrive à faire beaucoup de choses et en fait à remplir tous les attendus sociaux sur elle. Maison rangée, les repas cuisinés, les enfants propres, la carrière, elle n'oublie jamais les anniversaires en un minimum de temps. Je sais pas si vous imaginez quelqu'un de bien organisé, alors déjà vous allez imaginer une femme et ensuite vous allez imaginer qu'elle arrive à faire tout ça et avoir encore, je sais pas, du temps pour faire ses ongles. On est d'accord, vous faites ça, hein? Le bien organisé, en fait, ça devient une façon optimale de remplir son temps. Les gens bien organisés, ils sont simplement meilleurs au Tetris, à mes yeux. Ils arrivent mieux à remplir le temps qu'ils ont disponible, qui est le même pour tout le monde, hein, on en a déjà parlé, avec ce qu'ils doivent faire. Donc aujourd'hui, j'ai décidé que ce podcast allait prendre la forme d'un atelier guidé pour que tu repartes avec ta master to-do list utilisable et une to-do list du quotidien qui aura un sens pour ta vie de tous les jours. Alors, tu vas chercher de quoi écrire, tu vas chercher le résultat de ton brain dump, donc soit que tu as fait en solo, soit que tu as mis dans Notion, soit qu'on a fait ensemble pendant l'atelier, donc peut-être que tu as les fiches PDF, etc. Et tu amènes tout ça. Si tu n'as pas fait ton brain dump, je crois pas que la suite va beaucoup te servir. Donc je te conseille de faire pause et à minima d'en faire un express. Tu prends une feuille blanche, tu notes 15 tâches, 15 trucs qui te trottent dans la tête. C'est pas idéal comparé à un vrai random fait dans les règles de l'art. Néanmoins, je pense que déjà ça va te servir et ça va t'aider à comprendre comment l'atelier fonctionne. Par contre, il faut ne garder que les tâches. C'est-à-dire qu'un random, tu vas te retrouver si tu notes tout ce qui te passe en tête avec des pensées, des mémos. Ça, tu les enlèves, ok? Aujourd'hui, pour créer ta master to-do list et ta to-do list quotidienne, on ne garde que les tâches. Et donc, pour rappel, une tâche, elle se construit avec un verbe d'action, une intention claire, tu imagines clairement quelles sont les étapes physiques pour terminer cette tâche et dans la formulation de la tâche, un moyen d'estimer à quel moment tu peux la considérer comme faite. Ok? Donc, tu as bien de quoi écrire et le résultat de ton brain dump. L'étape 1, c'est d'avoir une liste de tâches post-brain dump. Donc, cette liste de tâches, pour pouvoir l'utiliser correctement pour piocher et construire tes to-do list quotidiennes, on va l'améliorer avec des petites infos, tu vois. Normalement, si tu as bien fait ton brain dump, tu as face à toi une liste avec un domaine de vie, éventuellement classé par couleur. Donc par exemple, aller déposer colis Vinted, ça va être dans le domaine maison. Répondre à un mail client, ça va être dans le domaine entreprise. Prendre rendez-vous chez la dentiste, ça va être dans le domaine santé. Aller à la Fnac acheter le dernier Pendergast, ça va être dans le domaine loisirs. Donc ça, on l'a fait normalement ensemble, post-Brandum. Soit dans l'épisode numéro 2, je crois, soit en atelier, soit tu l'as fait tout seul avec mes guides guidés. Tu as donc, en point de départ, une liste de tâches bien rédigées, associées à des domaines de ta vie qui sont éventuellement classés par couleur. Ok, c'est le point de départ. Le mieux, pour cet exercice guidé, c'est que tu aies imprimé la fiche Ma To-Do List organisée dans les notes de l'épisode. Si tu veux, je te laisse faire pause et aller l'imprimer parce que tu vas voir que, vu que les colonnes sont déjà faites, ça va être beaucoup plus rapide plutôt que de tout créer par toi-même. Et du coup, c'est le bon moment
pour la petite coupure pub d'autopromo pour le Slow Productivity Club, puisque le club, c'est l'endroit où tu vas retrouver les notes d'épisodes tous les dimanches, et c'est là où je mets les PDF bonus que je crée moi-même pour qu'ils soient les alliés de la mise en application de ce que je dis dans les podcasts. C'est-à-dire que c'est complètement connecté et tu peux, pendant, avant ou après le podcast, imprimer le PDF pour directement faire une mise en application. Dans le club, il y a aussi... Charlène, tu ferais une coupure et profites-en pour faire le silence pour la capture de voix. Ensuite, les membres du club, ils reçoivent tous les mardis dans leur boîte mail une lettre de ma part avec des réflexions, des coups de cœur, des retours sur mes lectures d'organisation, etc. Il y a aussi les épisodes bonus du podcast, donc les interviews, les petits updates lifestyle, les questions-réponses. Il y a aussi un espace de discussion, des votes sur mes prochains produits et il y a aussi les replays. Typiquement, l'atelier gratuit là qu'on a fait ensemble jeudi sur le Brain Dump, ben si t'étais pas là, t'as aucun moyen de le rattraper. Sauf si tu es membre du club, parce que eux, ils ont tous les replays d'atelier. Ils ont aussi une playlist spéciale planification. Tu vois, la planification que je te donne après le podcast, eh ben, elle est souvent thématique et eux, ils ont une playlist et donc ils peuvent piocher selon ce qu'ils ont besoin. S'ils ont besoin de se focus sur un projet en particulier, ils vont dans la planification cette semaine, un seul projet. Si au contraire, ils ont plein de choses à gérer, ils vont dans la planification, ma semaine est un peu fouillie, etc. Pour vraiment qu'ils aient le choix des outils qu'ils utilisent, alors que les membres gratuits, que j'adore et vraiment vous me permettez de continuer hein, à être là, je trie pas les gens, pardon. Vous devez avoir la planification que je vous propose cette semaine ou alors vous enquiquinez à chercher dans un autre épisode. Donc je trouve que pour seulement 1 € la semaine, ça me soutient vachement financièrement et surtout vous, ça vous permet de gagner un temps fou et d'avoir les bonnes ressources. Donc pour rejoindre le Slow Productivity Club, c'est hyper simple. Le lien il est sur tous mes réseaux, sur Substack, tu peux me le demander quand tu veux. Et sinon, c'est sur productivityrevisited.substack.com/subscribe. Allez, normalement là, tu as eu le temps de faire ton petit random, de chercher tes papiers, et d'imprimer aussi. On s'y remet. Donc la deuxième étape, c'est estimer le temps. Pour chaque tâche, tu vas tracer une colonne à côté, durée estimée. Elle est déjà là dans mon PDF, il faut la remplir. Donc tu regardes la tâche, tu t'imagines en train de la faire et tu réponds avec le plus d'honnêteté possible combien de temps cela me prend. T'as pas besoin d'être à la seconde près, tu peux être approximatif puisqu'en fait, tu verras qu'à force de le faire, tu vas apprendre à être de plus en plus efficace pour ton estimation. Si tu veux, on fera un épisode là-dessus spécial dans la saison 2. Au début, si c'est difficile pour toi d'estimer le temps que va te prendre une tâche, tu peux faire des fourchettes. Par exemple, les bébés tâches, moins de 10 minutes. Les tâches, entre 10 et 30 minutes. Les tâches moyennes, de 30 minutes à 1 heure. Les grosses tâches, de 1 à 2 heures. Au-delà de 2 heures, à mes yeux, à moins que ce soit un événement où tu vas physiquement, donc typiquement une séance de ciné, ça peut prendre 3 heures, c'est pas divisible, mais si c'est vraiment juste une tâche, je te conseille de la subdiviser. Souvent, quand tu as du mal à estimer le temps qu'une tâche doit durer, c'est parce qu'elle est trop floue. Donc essaye de te demander là si c'est trop flou, si tu l'as bien formulé, si tu visualises bien ce que tu dois faire comme action physique, etc. Donc voilà, pour chaque tâche, tu fais une petite estimation du temps. Ensuite, on passe à l'étape 3. Quel impact de cette tâche? On ne va pas discuter maintenant de toute la matrice d'Eisenhower. On se garde cet extrême bonheur pour la saison prochaine. Mais pour chaque tâche, on va se poser une question simple. Est-ce que cette tâche va vraiment me faire avancer vers mon objectif? Et là, j'insiste sur le vraiment. Dans mes notes, je l'ai souligné. Tu réponds quoi? Est-ce qu'elle est super indispensable, moyen, bof? Ça va te permettre en fait un peu à la louche de faire 3 catégories: impact fort, impact moyen et impact faible.
Si tu es visuel, tu peux même dessiner des petits symboles pour chaque. Si tu utilises Notion, ça va devenir une étiquette de sélection et ça te permet en fait de déterminer, déjà quelles tâches sont peut-être à faire en priorité et aussi, quelles tâches, si tu les accumules, en fait, elles te font bosser, mais elles te donnent pas l'impression d'avancer. Tu vois, typiquement, si, je veux, je sais pas, changer un peu, la couleur la plus foncée de ma charte graphique parce que l'affichage est pas optimal, l'impact sur mon objectif qui est de faire un CA assez confortable pour vivre bien, il est minimal. Alors que si je dois, lancer une publicité pour une offre, là, l'impact est fort. Attention, une tâche à impact faible, ça veut pas dire une tâche inutile. Typiquement, la maintenance de ton site, c'est pas elle qui fait rentrer de l'argent, comparé à, lancer la pub, tu vois? Mais elle est pas inutile du tout, puisque, si ton site crache, tout de suite les réservations vont crasher avec. Néanmoins, quand on travaille avec cette sensation de toujours courir après le temps, il faut faire des choix et donc là, le choix, quand on peut pas tout faire, il va se porter vers les trucs à impact fort. Donc voilà, tu te retrouves avec, une liste de tâches bien formulées et 3 colonnes. Donc une colonne domaine de vie, une colonne temps estimé et une colonne impact. OK? Là, la quatrième étape, elle est facultative, c'est d'ajouter une colonne projet. Sachant qu'un projet, ça peut être un client aussi, hein. Si tu as beaucoup, de projets et de sous-domaines, en fait, tu peux t'ajouter une colonne pour ça. Moi, j'aime bien avoir un sous-classement parce que je trouve que comme domaine de vie, entreprise ou université, c'est quand même très vague. Pour la fac, si je donne un cours, que je prépare un article ou que j'ai un projet de recherche en équipe, ça a assez rien à voir en fait, même si c'est dans le domaine de ma vie université. Donc j'aime bien les subdiviser comme ça. Et donc si je veux passer, l'après-midi à avancer la rédaction d'un article, j'ai pas besoin de revoir toute la to-do list, classée par université. Je peux la sous-classer par le projet article. Donc ça me fait quand même gagner pas mal de temps. Dans Notion, ça prend la forme d'une base liée à ma base tâche. Donc, chaque projet a un certain nombre de tâches et chaque tâche peut être reliée ou non à un projet. Dans un bullet journal, je crois que j'aurai une section par domaine. Donc typiquement, je me garde 4-5 pages pour le domaine, université et j'aurai une sous-page par projet. Donc, une page pour article, une page pour cours, une page pour, travail en équipe et cetera. Et dans un classeur type Filofax, j'aurai une page par projet et sur une appli, je pense que j'aurai des catégories et des sous-catégories, comme ça marche dans Marvin, ClickUp, Todoist et cetera. Donc voilà, si c'est quelque chose qui te parle et qui correspond à ton fonctionnement, tu peux t'ajouter une colonne projet. L'étape 5 maintenant, elle est elle aussi facultative, c'est, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Est-ce qu'il faut une colonne supplémentaire qui fait sens pour ta façon de travailler? Tu peux, à ta to-do list, puisque c'est la tienne et qu'elle ne doit pas correspondre à mes standards à moi, mais elle doit correspondre à tes besoins pour la vraie vie, et là je le répète, tu peux ajouter toute autre info qui te semble utile. Je sais pas, est-ce que ça peut être le lieu où une tâche est faite, si tu es quelqu'un qui est, très nomade, dans ton travail? Est-ce que ça peut être le type de tâche, si tu veux distinguer les tâches créatives, la rédaction, les tâches manuelles et cetera? Si tu peux aussi noter le niveau d'énergie que ça demande, si tu es quelqu'un qui a une énergie qui varie beaucoup et que donc ça fait sens pour toi au quotidien de planifier en fonction de ça. En fait, la seule limite à ce que tu mets, dans les colonnes supplémentaires, c'est tes besoins et tes fonctionnements. Rappelle-toi cependant qu'il ne faut pas non plus céder à l'envie de tout mettre, puisque le moins ici est toujours le mieux. Au quotidien, il faut imaginer qu'il est fort possible que tu aies pas le temps, en fait, ou que tu aies la flemme de remplir toutes ces colonnes que tu te rajoutes parce que oh, ça serait bien de noter en fonction du lieu, puis de mon énergie et tout. Néanmoins, tout ce que tu rajoutes, il faut l'utiliser et donc il faut le remplir. Donc rappelle-toi de ça et n'ajoute des colonnes que si elles te semblent vraiment apporter quelque chose en plus. Ok? Donc là, on a une liste de tâches par domaine de vie, avec un temps estimé, un niveau d'impact, peut-être un classement par projet et peut-être quelque chose en plus. Eh ben bravo,
tu as une excellente master to-do list devant toi. Tout ce qui dépend de toi, tout ce qui est à faire, dans tous les domaines de ta vie, c'est devant tes yeux. Maintenant, on commence le Tetris ou le puzzle ou ce que tu veux. Ok? Donc pour utiliser cette master to-do list et en extraire ta to-do list quotidienne, il ne faut pas commencer par les tâches. Il faut commencer par le temps de disponible. Donc l'étape 6, c'est quel est ton temps disponible aujourd'hui. Tu prends ta journée, ok, de ton heure de réveil à ton heure de coucher. Pour l'exemple, je vais te le faire pour moi, ok. Donc je me lève vers 9 heures et je me couche vers 23 heures. Donc ça me donne 14 heures de temps disponible aujourd'hui. On est bien d'accord. Donc 14 heures, c'est ma base utilisable. Ensuite, de cette base utilisable, je vais déduire combien de temps il me faut pour me préparer le matin. On va appeler ça la morning routine, mais ça n'a pas besoin en fait d'être 2 heures d'étirement, du matcha et je sais pas quoi, hein. Ça peut être 10 minutes en mode café-clope. C'est moins ça, mais en fait, c'est juste ce qui fonctionne pour toi et ce que tu fais vraiment. Ici, c'est entre toi et toi, quoi. Voilà. Donc, tu regardes combien de temps il te faut pour te préparer le matin, ta pause midi, éventuellement un break dans l'après-midi, la pause repas du soir et du temps familial. Donc, par exemple, pour moi, ça va être 45 minutes le matin. Le soir, à 19 heures, à 19 heures, j'arrête de bosser. Il me faut 1 heure le midi et en général 25 minutes de pause l'après-midi. Okay, donc tout ça mis bout à bout, ça fait 4 heures. Donc, non, pardon, ça fait 6 heures. 4 heures le soir et ensuite à peu près 2 heures réparties dans le reste de la journée. Donc ça fait 6 heures. Donc de 14 heures de départ, je passe à 8 heures de temps disponible, ok. Ensuite, il faut enlever le temps du sport, des rendez-vous médicaux, de t'occuper des enfants, d'être dans les transports, etc. Tout ce temps qui n'est pas travaillable, en fait. C'est pas des choses inutiles. En fait, aucune des choses, que ce soit le sommeil, le break, s'occuper des enfants ou prendre le train, rien n'est inutile dans ta journée, ok. On n'est pas dans le jugement, on est dans le pratico-pratique ici. Donc pour moi, retourer ces choses-là, ça retire 90 minutes. En fait, ça retire entre 1 heure et 3 heures selon les jours. Parce qu'il y a des jours où je vais aller au sport et chez le kiné, donc ça fait beaucoup d'heures. Il y a des jours où j'ai ni l'un ni l'autre et je vais juste faire une petite séance de vélo rapido. On va dire 90 minutes, ok. Donc de 8 heures, je passe à 6h30. 6h30, c'est le temps dans lequel je peux caler les tâches que je vais trouver dans ma master to-do list. Ces 6h30, attention, elles ne sont pas placées n'importe comment dans ma journée. C'est pour ça qu'il est aussi très important de visualiser sa journée, parce que moi j'aime bien la dessiner, parce que ça évite de caler des tâches trop longues ou qui empiètent sur les rendez-vous. Je te montre ça généralement dans chaque moment de planification à la fin du podcast, que c'est important d'avoir des temps différents, quasiment dessinés dans ta journée. Dans les notes de l'épisode, je vous aurais fait un petit schéma. Et donc, l'étape 7, c'est enfin le moment du Tetris. Tu vas remplir ton schéma de journée avec les tâches. Donc en fait, là, tu as des blocs, tes blocs de pause, tes blocs de transport, tes blocs de rendez-vous, tout ça, c'est déjà mis. Et donc, ce qui reste, c'est 6h30 de blanc entre ces blocs. Et maintenant, ma mission, c'est de regarder ma master to-do list en fonction du degré d'urgence et d'importance, en fonction évidemment de la date où les choses sont à faire. C'est une colonne que j'ai pas mis parce que tout n'a pas une date, mais ça découle un peu de soi aussi. Les tâches, parfois, elles ont une deadline, hein. Et donc, il faut que je les cale en fonction de ça. C'est-à-dire que si entre un rendez-vous et le moment de chercher mes enfants, j'ai 1h30, ben, dans aucun monde, en fait, la tâche de 2 heures, elle rentre. Ok. Donc, il faut aussi prendre ça en compte pour planifier sa vie. Donc voilà, auto-écrisse, toutes les tailles ne prennent pas la même place et n'ont pas le même impact et ne rapportent pas le même nombre de points, etc., etc. Si, si tu fais les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu commences par choisir les tâches que tu dois faire et qu'ensuite c'est tout le reste de ta vie qui se met par-dessus,
les chances pour que le reste de ta vie qui arrive par-dessus l'emporte sont, quasi de 100. Alors que si tu le fais dans le bon sens, avec la méthode là que je te propose, tes tâches, elles vont rentrer naturellement dans ton quotidien et donc les chances de le faire chaque jour et de terminer ta to-do list du jour sont plus grandes. Je te conseille de commencer par choisir une tâche longue à très fort impact. Tu sais, celle depuis, le premier épisode que j'appelle la tâche par jour et cetera. Enfin, celle-là, tu la passes en premier. Tu la places quand tu es le plus en forme ou à défaut, quand elle rentre, hein. Et ensuite, tu choisis 3 ou 4 autres tâches pour finir ton puzzle. Et enfin, l'étape 8, le bonus ultime, le conseil ultime vraiment, pour réussir à finir ta to-do list tous les jours, c'est de laisser un peu de temps vide pour les imprévus. Le temps vide, d'ailleurs, ce sera le sujet du prochain épisode. Donc je te dis à très bientôt pour cette thématique-là, puisqu'on en est déjà bien au-delà du quart d'heure. Heureusement que ça servait de planification aussi, parce que vraiment, je deviens trop pipelette plus les semaines passent. J'espère que ta semaine sera douce et productive. On se retrouve dimanche prochain, même endroit, même heure, et d'ici là, tu prends bien soin de toi.